Bon, Trump, on aime ou on n'aime pas, mais il faut avouer que cette semaine, il nous a mis très bien sur les marchés le bougre. Je sais pas de votre côté, mais du bien, j'étais le 31 octobre 2024 à 251 000 euros de gains totaux en bourse. Et le 13 novembre, je me retrouve à 335 000 euros de gains totaux, ce qui me fait donc un gain de plus-value non réalisé de 84 136 euros en 13 jours seulement, à la suite de l'élection de Trump. Aujourd'hui, je propose donc qu'on parle un petit peu de l'impact de cette élection sur les marchés. Je vais vous montrer un petit peu la performance que j'ai obtenue par rapport au S&P 500. Et évidemment, on se posera les deux questions qui viennent dès qu'on dit que les marchés battent des plus hauts. La première, c'est est-ce qu'il faut continuer d'acheter des actions ou justement est-ce qu'il faudrait ralentir un petit peu, arrêter d'acheter des actions? Et même, est-ce qu'il ne faudrait pas en profiter pour vendre un petit peu puisque les marchés sont euphoriques? Et je commence à recevoir comme ça des messages d'amis qui me disent « Roman, est-ce que ça ne serait pas un bon moment pour vendre un petit peu et commencer à encaisser de la plus-value ?» À la fin, je vous expliquerai également pourquoi personnellement, j'ai décidé de vendre l'intégralité de mes actions demain. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui devrait me permettre d'économiser 61 000 euros. Alors, on démarre avec l'élection de Trump. Je pense qu'elle a été bien reçue, non seulement parce que, évidemment, il est républicain, donc plutôt pro-entreprise. Il a prévu notamment de baisser les impôts. Si ça avait été un démocrate, potentiellement, ça aurait été un peu moins bien reçu. Et aussi, je pense qu'il ce qui a beaucoup plu aux investisseurs, c'est que c'était une victoire assez écrasante. Vraiment, il a eu une majorité. Et du coup, ça évite un petit peu toute l'instabilité politique et le bordel qu'il y avait eu lors de la précédente élection où justement, là, les votes étaient beaucoup plus contestés. Donc je pense que ces deux facteurs-là ont vraiment plu aux investisseurs et du coup c'est parti, les marchés ont décollé. Il y a un mois, je vous disais que j'étais devenu millionnaire en termes de patrimoine et là, en à peine 30 jours, je me rapproche carrément d'avoir un compte qui dépasse le million d'euros en bourse. Vous voyez que je suis à 990 000. Donc voilà ce que ça donne sur Interactive Broker. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la nouvelle interface qu'ils proposent. On les a souvent clashés IBKR sur le fait que c'était un petit peu old school à l'ancienne. Et là, je trouve que ça devient de plus en plus SaaS-like, c'est un petit peu sympa. Et vous voyez que je peux facilement passer du coup ici de l'évolution de ma valeur à l'évolution de ma performance. Donc je trouve ça super pratique. Dès le menu d'accueil sur le dashboard, on peut tout de suite voir sa performance par rapport à des indices. Donc là, j'ai sélectionné par exemple le S&P 500 et également l'évolution de son compte. On a aussi sur le côté le montant de cash qu'on a. Donc là, vous voyez 990 000 euros et 119 000 euros de cash. Si on rentre un petit peu dans la performance, vous voyez que c'est pas trop mal. Alors, j'ai un petit peu galéré lors de la crise du Covid. On voit que mon compte a mis beaucoup plus de temps à s'en remettre par rapport au S&P 500. Mais à partir de 2022, il a commencé à reprendre un petit peu de l'avance. Et aujourd'hui encore, il a une avance par rapport au S&P 500. Après, j'aime pas forcément regarder la performance de ce compte-là parce que ce compte-là, il est plus vieux et c'est qu'à partir de janvier 2023 que je me suis donné l'objectif officiel de battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années. Avant, j'étais plus dans une stratégie, je veux des entreprises sécurisées, bons pères de famille qui vont me verser des dividendes. Voilà, mon objectif, c'était pas de faire mieux que les indices, c'était juste d'avoir des dividendes sécurisés qui tombent chaque mois. Sur ce compte aussi, vous voyez qu'il y a pas mal de cash, je suis à 119 000 euros de cash et en fait, ce qui se passe quand eBay mesure la performance, c'est que du coup, il considère que le S&P 500 est 100% investi alors que vous, il prend en compte la performance du cash. Donc ça peut être intéressant quand le marché baisse, mais quand le marché, de manière générale, il monte, eh bien ce cash, il peut évidemment réduire votre performance. Et c'est un petit peu trompeur parce que ce cash-là, c'est un petit peu du cash que je ne prévois pas forcément d'investir en bourse. L'idée, c'est aussi un petit peu de le faire fructifier sur Interactive Broker parce qu'il propose des taux assez intéressants. Donc tout ça pour dire, quand je regarde la performance, je préfère regarder ce compte qui est un petit peu le compte démo, le compte exemple du portefeuille Trident 2.0. Donc lui, il a bien été lancé en janvier 2023. Et là-dessus, chaque semaine, j'achète 100 euros d'une action Trident. Donc ça me permet de vraiment mesurer la performance que je peux obtenir par rapport au S&P 500. Et là, vous voyez qu'on est pas mal du tout. On a quand même pris de l'avance. Ça s'est un petit peu resserré en 2024, mais on conserve quand même encore une avance par rapport à celui-ci. Après ici, c'est un petit peu trompeur puisque vous voyez que le compte a été ouvert avant janvier 2023. Donc du coup, le S&P 500 a chuté sur cette période. Moi, mon compte n'a pas bougé puisqu'il n'y avait que du cash dessus. Donc je n'avais pas encore commencé d'acheter les actions. Donc si on reprend vraiment depuis le début et qu'on trace la courbe, donc de janvier 2023 à aujourd'hui octobre 2024, voilà ce que ça donne. Le S&P 500 est à 61,2% de performance et le portefeuille Trident est à 72,23% de performance.
Donc c'est pas mal, on a actuellement 11 points d'avance par rapport à celui-ci. J'ai l'impression que cette hausse nous a un petit peu favorisé et je vous avoue que ça fait plaisir puisque si vous voyez qu'on trace la surperformance du portefeuille par rapport au S&P 500, on voit qu'il a toujours été en surperformance, mais il y avait des périodes, notamment décembre 2023, on était beaucoup plus élevé, on était à 20 points au-dessus du S&P 500 et depuis 2024, ça s'est un petit peu baissé. Donc je suis content de voir qu'on repart vers le haut, mon objectif étant toujours évidemment de creuser l'écart et de m'assurer d'avoir une meilleure performance. Je pense que cette bonne performance, elle est notamment due à des nouvelles actions qu'on a ajoutées en portefeuille. Vous voyez, c'est des actions assez récentes, 23 jours seulement de possession, plus 16%, et une autre action qu'on a seulement depuis une centaine de jours, pareil, plus 39%. C'est vraiment des performances remarquables en très peu de temps et c'est pour ça que vous voyez qu'en performance annualisée, ça me donne des scores complètement dingues. Donc évidemment, quand on voit tous ces beaux chiffres et tous ces gains, je pense qu'il faut célébrer. C'est important de se dire, bah voilà, j'ai fait l'effort, je suis allé investir de l'argent et j'ai pris des bonnes décisions et ça paye aujourd'hui puisque j'ai des gains. Et en même temps, savoir rester serein, ne pas devenir trop émotionnel et se rendre compte que évidemment, ça ne sera pas tous les mois comme ça en bourse. La bourse, c'est en moyenne 8 à 10% par an, c'est pas 8 à 10% par mois. Et il faut faire attention de ne pas se dire ok, bah, ça va tout le temps être comme ça et je vais toujours faire 30 ou 40% sur des positions en très peu de temps. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de contrôler ses émotions. Je pense que c'est très important de ne pas être trop euphorique quand les marchés montent comme en ce moment. Donc vérifiez en vous-même que vous êtes à l'aise, vous êtes content mais vous n'êtes pas non plus là, ah, c'est génial la bourse, je vais mettre toutes mes économies dessus. Et au contraire, évidemment, s'assurer de ne pas être trop pessimiste quand les marchés vont baisser, puisqu'à un moment, ils vont baisser, et généralement, ils vont baisser fort. Là, ils montent fort, mais ils peuvent aussi baisser fort. Et quand ils baissent fort, il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut se dire, ok, ça va, je vais en profiter pour continuer d'investir. Donc, de manière générale, je pense qu'il faut chercher la neutralité émotionnelle. Voilà, ne pas être dans des excès, parce qu'on sait que l'excès d'émotion peut vraiment pousser à faire des grosses erreurs. Le plus gros ennemi, souvent, c'est nous-mêmes. Et donc cette neutralité émotionnelle, pour moi, elle est importante, tout en faisant attention évidemment de rester optimiste, puisque si vous investissez pour le long terme, il faut quand même avoir un optimisme de manière générale. Si vous êtes quelqu'un de très pessimiste, généralement ça ne marchera pas à la bourse, parce que dès que ça va baisser, vous allez vous dire le monde part en l'air, il faut tout que je merde. Ce que j'avais souligné aux membres sur le dernier post school, c'est qu'une chose qui aide à garder vraiment les pieds sur terre, à éviter justement de se faire emporter par ces émotions, c'est d'aller vérifier les fondamentaux des entreprises qu'on a en portefeuille. Donc moi, quand je vois qu'une de mes entreprises a fait plus 15%, je me dis ok, c'est bien, mais est-ce que derrière, ses bénéfices sont augmentés de plus 15%. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je suis toujours en train de regarder, de me dire, ok, est-ce que mes entreprises, finalement, la croissance qu'elles ont eue au niveau du prix de leur action, c'est justifié par la croissance des fondamentaux business qu'il y a derrière. En ce moment, on a pas mal d'entreprises qui ont justement publié leurs derniers résultats du trimestre. Et vous voyez, j'ai des petits tableurs comme ça qui me permettent d'aller regarder un petit peu l'évolution. Je pense qu'on ne tardera pas à mettre ça sur l'app Trident. Ici, vous avez l'exemple de Google. Et vous voyez, je peux aller mesurer l'évolution de son bénéfice chaque trimestre. Donc, c'est le 3e trimestre de l'année. Et là, je vois qu'on est sur une très belle courbe puisqu'on a 34% de bénéfices en plus. Donc ça, c'est le net income. Et si on ramène en bénéfice par action, donc le fameux EPS, on est à plus 21% d'une année sur l'autre entre les 2 trimestres. Donc c'est très bien. Moi, l'objectif, c'est d'avoir des entreprises à nouveau qui font plus de 10% par an de croissance de leurs bénéfices. Et vous le voyez, donc le dernier trimestre, Google avait fait 19,6 milliards de bénéfices. Là, ils ont fait 26,3. Donc c'est excellent. Et je suis très rassuré en fait de voir que mes entreprises, c'est pas juste le cours qui monte, c'est aussi les fondamentaux. Donc voilà, plutôt que de passer toute ma journée à regarder mon compte de bourse et voir des gains, des pertes et des choses comme ça, à nouveau, vous l'avez compris, je préfère me concentrer sur mes fondamentaux et mettre à jour un petit peu mes analyses et mes thèses selon les entreprises, notamment quand il y a des nouvelles publications de résultats. Là, vous avez un exemple avec Google. Voilà, je vais aller regarder combien ils ont gagné sur le search, combien ils ont gagné sur YouTube, sur Google Cloud, sur Google Play, et essayer de vérifier que la thèse que j'ai par rapport à cette entreprise est toujours valable suite à la publication des nouveaux résultats. Donc, vous l'avez compris, on prend 2 minutes pour célébrer, se dire « Yes, j'ai investi dans des bonnes actions et ça paye ». Et ensuite, rapidement, on retourne sur les fondamentaux, on se calme et on se dit « Ok, est-ce que mes entreprises ont elles aussi une belle croissance par rapport à leurs ventes, leurs bénéfices, leur retour sur investissement ?» Ok, on a géré la partie émotionnelle. Maintenant, une question importante à se poser, c'est est-ce qu'il faut continuer d'acheter les actions alors que justement le marché est sans arrêt en train de battre des plus hauts? Est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter vraiment à un prix très cher et dans quelques mois, comme ce qui s'est passé en 2022, on pourrait le regretter parce que le marché pourrait avoir chuté de 10, de 20, de 30%. C'est vrai qu'en ce moment, les investisseurs sont très optimistes. Vous voyez, on est dans le greed, donc l'avidité. On n'est pas en mode extrême, mais il y a quand même beaucoup d'avidité en ce moment sur les marchés. On le voit aussi avec la hausse des cryptos. Et du coup, forcément, il y a pas mal d'investisseurs qui disent « Est-ce que je ne devrais pas ralentir un petit peu ?» Sven, qui bosse avec moi justement ce lundi, il m'a dit «
je ne sais pas si je vais acheter une action cette semaine, alors que normalement on achète des actions chaque semaine, parce que je trouve vraiment que le marché est vraiment monté fort suite à l'élection. Et moi, je lui ai répondu que dans tous les cas, j'allais continuer de faire mon DCA, donc continuer d'acheter une action chaque semaine. Vraiment, les seules fois où j'achète pas une action, c'est justement quand je suis en vacances. Et quand je rentre de vacances, je passe les ordres pour les lundis où j'étais pas là. Donc chaque lundi pour moi, c'est DCA et j'achète mon action chaque semaine. Par contre, il y a quand même une seule condition pour continuer ce DCA, c'est d'avoir des entreprises dans lesquelles j'estime au moins 10% par an de rendement sur les 5 prochaines années. Donc tant que je trouve des entreprises qui ont ce rendement supérieur à 10% par an, alors je vais continuer mon DCA et je ne l'arrêterai que si vraiment je ne trouve plus aucune entreprise qui peut me rapporter ces 10% par an. Si on regarde aujourd'hui le S&P 500, on a un PER de 26. J'estime qu'un PER juste pour le S&P 500, c'est un PER de 20. Donc vous voyez, c'est la courbe rose sur le graphique. Donc pendant longtemps, le S&P 500 était plutôt sous-évalué par rapport à ce PER. J'estime qu'aujourd'hui, il mérite quand même un PER supérieur parce que les entreprises qu'il compose, les top entreprises, sont vraiment assez qualitatives. Mais vous voyez qu'avec un PER de 20 et une croissance future de 10%, donc j'applique la croissance des analystes et ensuite j'applique une croissance future de 10%, je me retrouve avec un rendement estimé de 7,5% par an sur les 5 prochaines années. Donc c'est pas trop mal, mais à nouveau ça ne respecte pas la règle dont je viens de vous parler, c'est-à-dire plus de 10% par an de rendement. J'estime que le S&P 500 est un prix assez cher en ce moment, c'est un all-time high. Ça n'empêche pas sur le long terme d'avoir une performance qui est correcte, mais ce n'est pas la meilleure performance possible. Vous voyez que sur le tableau qu'on met à jour chaque semaine pour les membres Trident, le S&P 500 est à la 9e place, juste du coup au-dessus du cash. Évidemment, le cash qui rapporte 4% par an. Si vous êtes notamment en dollars, en euros, on est plutôt autour des 2-3%. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas l'idéal selon moi. Et c'est vrai que si j'achetais que des ETF, peut-être que je me poserais un peu la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter le S&P 500 puisque son rendement n'est pas forcément idéal. Mais l'avantage quand on achète des actions individuelles, c'est que même si le marché dans son ensemble est surévalué, on peut toujours aller trouver certaines actions qui nous semblent encore sous-évaluées. Et vous voyez qu'actuellement, j'en trouve 3 actions qui, selon moi, devraient rapporter plus de 10% par an sur les 5 prochaines années. Généralement, c'est parce qu'elles ont une croissance estimée qui est meilleure que celle du S&P 500. Évidemment, vous voyez qu'il y a aussi des actions qui devraient rapporter moins que le S&P 500. Vous voyez que la dernière, elle rapporte que 3% par an. Donc voilà, j'essaie chaque lundi de mettre à jour tout ça, de faire des estimations les plus prudentes possibles et évidemment de me diriger vers les entreprises qui devraient rapporter plus de 10% par an. Maintenant, même si je continue ce DCA, je suis évidemment prudent et j'essaie de me garder une petite réserve en cash histoire d'avoir de l'argent à déployer si jamais on a une chute importante qui arrive dans les quelques mois. Ma technique, elle est simple, c'est que je vais toujours investir un petit peu moins en DCA que ce que je dépose chaque mois sur mon courtier. Donc là, vous avez un simulateur qu'on propose justement dans l'app qui vous dit un petit peu combien vous devriez investir. Donc là, on prend un exemple, 500 € par mois. Vous voyez que l'app me conseille d'investir 100 $ par semaine dans des actions. Et donc, automatiquement, on va avoir une partie de l'argent qui va aller dans notre trésorerie. Pourquoi? Parce que 100 $ par semaine, 100 $, ça ne fait pas tout à fait 100 €. Et surtout, il n'y a pas toujours 5 semaines dans le mois. Donc, automatiquement, sans avoir à y penser, il y a une partie de trésorerie qui va rester sur Interactive Broker. Et c'est intéressant parce que cette trésorerie, elle pourra être déployée en cas de chute. Si je vous donne des exemples concrets, sur le portefeuille Trident 2.0, qui est donc le portefeuille sur lequel je mesure ma performance, on est actuellement à 11% en trésorerie. Donc, on a 1586 € de cash. Et si on mélange tous mes comptes, je suis pareil à 12% de cash, 121 000 € qui est en cash contre 884 000 qui est en action. Donc vous voyez, malgré le fait que le marché est soi-disant surévalué, j'ai encore 88% de mon cash qui est placé en action. Si on prend mon patrimoine au global, parce que là c'est uniquement sur mon compte Interactive Broker, pareil sur mon patrimoine au global, je suis à 80% en action et seulement 20% en cash. Et à l'intérieur de mon compte, vous voyez, c'est pareil, c'est 90% action, 10% cash. Elle n'est pas facile cette équation à trouver, cet équilibre entre le montant de cash et le montant d'action. Si vous avez trop de trésorerie, et ça malheureusement c'est le cas que je vois beaucoup chez des jeunes investisseurs, notamment en France, on est assez prudent. Et donc en fait, quand on regarde le patrimoine global d'une personne, elle va avoir par exemple 60% en cash et 10% en bourse. Donc elle se dit, c'est bon, j'ai investi un petit peu en bourse. Mais le problème, c'est que si vous investissez que 10% de votre patrimoine, évidemment, vous n'aurez pas des performances incroyables. Et quand le marché va monter comme ça, vous n'allez pas vous retrouver à gagner comme moi des 80 000 €. Vous risquez de gagner beaucoup moins. Donc attention avec le fait d'avoir trop de trésorerie, ça peut vraiment handicaper votre performance. Et l'inverse, ça serait d'avoir vraiment 100% investi en action, donc vraiment avoir aucun cash de côté. Là, c'est un peu plus risqué, je trouve, parce que si jamais le marché se met à chuter, vous n'allez pas forcément avoir de la trésor à déployer pour justement profiter des bonnes opportunités. Et ça peut être aussi un petit peu stressant. Je pense que c'est super important de se sentir à l'aise sur les marchés. Moi, voilà, si demain les marchés chutent de moins 30 ou moins 40%, pas de souci, j'ai du cash et je me sens bien.
par rapport à quelqu'un qui aurait vraiment 100% investi en actions. Je pense que je serais beaucoup plus stressé. Donc voilà, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, moi, l'équilibre que j'ai trouvé, c'est d'avoir 10% en trésorerie sur mon compte de bourse. Ça représente entre 10 et 15 munitions. Ce que j'appelle les munitions, c'est le montant que je vais investir chaque semaine. Donc, imaginons j'investis 100 € chaque semaine dans des actions, je vise au moins 1000 à 1500 € en réserve. Comme ça, je sais que si jamais il y a une chute ou vraiment j'ai une action qui m'intéresse et qui chute pas mal et je trouve que ce n'est pas forcément justifié, eh bien, je peux aller placer des doubles ordres. Donc, au lieu d'acheter 100 $ par semaine, je peux mettre acheter 200 $ par semaine, 300 $ par semaine. Voilà, aller déployer un petit peu cet argent-là pour profiter encore plus des opportunités. Mais vous l'avez compris, de manière générale, moi, je continue, quoi qu'il arrive, mon DCA tant que je trouve des actions qui peuvent rapporter plus de 10% par an. Et simplement, j'essaie de me créer cette trésorerie d'environ 10% de mon compte pour pouvoir aller acheter un petit peu plus si ou lorsque ça baissera. Dernière question, est-ce qu'il faut profiter de cette hausse des marchés pour vendre ses actions? J'ai un très bon ami à moi qui m'a envoyé ce message. Vu la grimpe actuelle des marchés, est-ce qu'il ne serait pas le moment de vendre les bénéfices et d'en profiter un petit peu? Donc là, on voit le côté un petit peu, ok, j'ai gagné 1000 €, donc je vends le bénéfice. Donc c'est comme si j'avais rien perdu, je suis remis à zéro. Ça, c'est un peu une réflexion de quelqu'un qui démarre. Alors voilà ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, écoute, ça peut être un bon moment. Après, tu ne sais jamais, avec le momentum, les marchés ont souvent tendance à taper des plus hauts pendant un bon moment. Il y a 6 mois, je t'aurais aussi dit que ce n'était pas un mauvais moment pour vendre tes actions non plus. Et finalement, ça s'est avéré être un assez mauvais moment. Même il n'y a même pas 6 mois, il y a 3 mois, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne en disant voilà, est-ce que le marché serait pas bon pour une correction? On avait plusieurs youtubeurs qui disaient vraiment, moi j'achèterais pas en ce moment, au contraire, je la joue défensif. En la jouant défensif, vous passez, voilà, si je les avais écoutés et que j'avais joué défensif, je serais passé à côté de ces 84 000 € de gains grâce à Mr. Trump. Donc en vrai, c'est très compliqué de timer le marché, de savoir à quel moment on sera au plus haut. On a toujours l'impression que c'est un plus haut et en fait, les plus hauts sont sans arrêt battus, c'est le propre de la bourse. Vous avez cette étude que je trouve assez intéressante qui montre qu'en fait, si vous aviez acheté en moyenne au plus haut, donc ce que les Anglais appellent le all-time high, vous voyez que vous auriez obtenu une meilleure performance que si vous aviez acheté dans un jour quelconque. Donc ça paraît complètement contre-intuitif, on se dit bah non, il vaut mieux investir justement quand on n'est pas au plus haut. Eh bien cette étude montre que si, il vaut mieux investir en fait au plus haut parce que de manière générale, le marché a tendance à avoir vraiment du momentum, c'est-à-dire à battre sans arrêt les plus hauts. Et donc souvent quand on achète au plus haut, c'est pas on achète au plus haut et ensuite ça baisse, c'est on achète à un plus haut, puis ensuite il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et donc en fait on peut se retrouver avec une très bonne performance même si on a acheté entre guillemets au plus haut. Donc voilà, mon pote, je lui ai répondu, personnellement moi je préfère rester 100% investi et juste me reverser mes dividendes. Mais tu peux aller un peu plus loin en vendant 3-4% de la valeur totale de ton compte chaque année. Logiquement, les études montrent que si tu vends ce montant-là, ton compte ne devrait jamais tomber à zéro. Donc c'est un petit peu en fait le montant qu'on peut se verser entre guillemets sans risque. Donc il y a pas mal d'études qui montrent qu'en se retirant seulement 3 à 4%, le compte ne devrait jamais tomber à zéro. Mais après évidemment, si vous commencez à vendre des actions, à vous reverser de l'argent, eh bien il y en a toujours un petit peu moins qui va travailler pour vous en bourse. Et donc, vous aurez un petit peu moins de gains sur le long terme. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre. À quel moment vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans un moment où vous souhaitez commencer à vivre un petit peu de la bourse et vous retirer des gains? Ou est-ce que vous souhaitez encore faire fructifier pour en avoir un peu plus plus tard? En ce moment, je lis d'ailleurs un très bon livre à ce sujet. Je vous ferai peut-être un résumé sur la chaîne YouTube. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Le livre s'appelle « Mourir avec zéro, Die with Zero ». Et l'auteur explique que justement, on a parfois tendance à trop attendre, trop accumuler. Et on commence à retirer de l'argent que quand on a par exemple 70 ans. Et je trouve qu'il a un bon argument là-dessus. Il dit qu'en fait, le problème de retirer qu'à 70 ans, c'est qu'en fait, tu ne peux pas vraiment profiter de ton argent. Il y a plein de choses que tu pouvais faire quand tu avais 40, 50 ans ou 30 ans que tu ne peux plus du tout faire quand tu as 70 ans parce que tu as moins d'énergie, tu as moins de santé et donc ton argent est quelque part moins utile. Donc il faut faire attention, il faut trouver le bon équilibre et je pense que c'est intéressant de se verser avant évidemment d'arriver à 70, 80 ans, avant d'arriver à la retraite. Voilà, peut-être quand on a 40, quand on a 50, quand on commence à se dire ok, j'ai fait une grande partie de ma vie, j'ai aussi envie de profiter, commencer à vendre une partie de ses actions. Donc moi personnellement, vous l'avez compris, j'ai préféré ne pas attendre et en fait commencer tout de suite à me verser de l'argent pour rentrer dans cette habitude en fait de toujours me dire ok, j'investis en bourse mais je reçois aussi en cadeau des revenus passifs. Alors je sais que c'est un petit peu paradoxal parce que j'envoie de l'argent, donc c'est toujours pareil. Si j'envoie 10 000 € mais que je verse 755 € par mois, il y a des gens qui vont me dire mais pourquoi tu n'envoies pas juste 9 000 € en bourse? C'est juste pour mettre en place le fonctionnement. Je pense que c'est très important, même si vous êtes encore dans une étape où vous êtes en train de mettre de l'argent, donc vous êtes plutôt en train de capitaliser en bourse, je pense que c'est bien de retirer une partie
pour avoir l'habitude et éviter d'être trop dans un phénomène où vous dites ok, je vais accumuler, et vous savez jamais vraiment quand est-ce que vous allez commencer à retirer et vraiment profiter de cet argent. Et vous voyez que c'est vraiment un équilibre, on peut choisir en fait combien on retire. Donc moi je suis parti sur les dividendes, dans mon cas c'est vraiment un montant qui est faible puisque je suis sur une stratégie où les dividendes sont assez faibles mais plutôt à forte croissance. Donc à l'heure actuelle ça représente environ 755 € par mois de me retirer mes dividendes et mes intérêts puisque j'ai aussi un petit peu de cash sur Interactive Broker, c'est environ 1% de la valeur de mon compte. Et je pourrais monter jusqu'à 4%. Donc, il faut éviter de monter au-delà de 4% parce qu'après, on prend le risque que le compte termine à zéro. Donc là, l'idée, c'est que le compte continue de faire des sous. Et donc voilà, entre 1 et 4%, ça veut dire que je peux me verser entre 755 € par mois et 2660 € par mois. Et généralement, moi, je décide en fait du montant que je vais me verser au début de l'année. Donc l'année dernière, je crois que je m'étais versé environ 600 € par mois. Cette année, je vais probablement augmenter. Je vais peut-être me verser 800, 900 € par mois. Et je sais que je suis plutôt dans la tranche prudent par rapport au montant maximum que je pourrais retirer. Et évidemment, 800 € par mois, ça fait très plaisir et ça permet de tout de suite profiter un petit peu de cet argent quand j'ai encore plein de santé, plein d'énergie. À 30 ans, je peux encore faire beaucoup de choses. Donc voilà, globalement, le conseil que j'ai donné à mon pote, tu peux vendre en ce moment. Les marchés sont sont assez hauts. Donc globalement, c'est plutôt un bon timing, même si on n'est jamais sûr qu'à nouveau, ça aille pas plus haut. Par contre, attention, le montant que tu dois vendre, essaie de faire en sorte que ça soit raisonnable par rapport à la valeur totale de ton compte. Donc à nouveau, entre 3 et 4% par an. Tu peux retirer de manière assez prudente tout en te disant évidemment j'en aurai un petit peu moins plus tard. Donc c'est un arbitrage. Est-ce que tu préfères avoir plus d'argent dès maintenant parce que pour toi ça a plus de valeur parce que tu es plus jeune, ou est-ce que tu préfères en avoir un peu plus tard? Ça c'est vraiment un arbitrage qu'il faut faire personnellement en fonction de votre situation. Bon, maintenant il faut que je réponde au gros teasing que je vous ai fait en introduction. Je vous disais que j'allais vendre l'intégralité de mes actions. En réalité, je vais tout de suite ensuite les réacheter immédiatement. Donc, je vais bien toutes les vendre, mais je vous ai fait un petit teasing. Je vais derrière les racheter, évidemment. Donc, je ne vais pas les vendre parce que j'estime que le marché est surévalué et je vais tout rester en cash. Non, je vais très rapidement racheter ces actions-là. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais rentrer en France en janvier 2025 et du coup, c'est une optimisation fiscale. En fait, depuis que je suis à Maurice, donc je suis à Maurice depuis 2019, j'ai gagné pas mal d'argent en bourse, évidemment. J'ai gagné pas mal de plus-value. Si on regarde à l'heure actuelle sur le portefeuille dans la Trident, vous voyez que j'ai 203 000 € de plus-value non réalisée. Donc, ce sont des actions que j'ai littéralement en portefeuille et que je n'ai pas vendues. Donc pas vendu, pas gagné, là je vais vraiment les vendre pour aller encaisser ces 203 000 € de plus-value. Et pourquoi je fais ça? Parce que si j'étais résident français, ces 203 000 €, c'est-à-dire imaginons demain je rentre en France sans avoir vendu ces 203 000 € de plus-value, eh bien le jour où je les vends, la France va me dire monsieur Payet, vous avez fait 203 000 € de plus-value en bourse. Eh bien écoutez, ça tombe bien, on a un petit truc, ça s'appelle la flat tax et vous allez devoir nous laisser donc 30%, ce qui représenterait donc 61 000 €. Donc je suis pas contre le fait de payer des impôts, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu mal, surtout sur un montant aussi énorme. Donc du coup, je me retrouvais qu'avec 142 000 €. La chance que j'ai encore aujourd'hui à Maurice, et je vais quitter malheureusement Maurice, donc bientôt je ne pourrai plus en bénéficier, c'est qu'il y a 0% sur les plus-values de sources étrangères. Donc tout ce qui est plus-value de gains boursiers n'est pas taxé à Maurice. Donc c'est génial, 0%. Donc j'ai gagné 203 000 €. J'ai vraiment 203 000 € dans ma poche. C'est quelque chose qui est très rare en France, mais qui existe dans d'autres pays. Donc ça paraît un petit peu abusé, il y en a qui vont sûrement crier au paradis fiscal, mais en réalité il y a pas mal de pays comme ça qui ne taxent pas les plus-values. Par exemple la Belgique, il me semble, est aussi à 0% d'impôt sur les plus-values, donc ça dépend vraiment de la politique de chaque pays. Donc il y a des pays qui peuvent être beaucoup plus intéressants quand vous êtes un investisseur en bourse. Donc évidemment, vous l'avez compris, entre ces deux scénarios, je préfère celui où je ne vais pas payer d'impôt sur mes plus-values, donc je vais vendre mes actions avant de retourner en France. Et je retourne en France évidemment par des raisons personnelles, ce n'est pas uniquement pour l'argent. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choix, on prend des choix dans la vie et évidemment il ne faut pas être motivé que par l'argent. Et là, ce retour en France, il va me permettre de me développer personnellement et d'être un peu plus posé parce qu'avant, je bougeais beaucoup. Donc l'inconvénient évidemment de faire ces ventes et ces rachats, vous l'avez compris, c'est que je vais avoir des frais de transaction. Donc ça va parce que je suis sur un très bon courtier, ça m'aurait coûté plus cher sur des mauvais courtiers, mais ici avec Interactive Broker on est à 35 centimes par ordre, donc ça ne va pas me revenir très cher. Je dois avoir 8 actions, 8 fois 35 centimes pour les vendre, 8 fois 35 centimes pour les racheter. Vous avez compris, avec moins de 20 €, ça sera fait. Un truc qui m'embête un peu plus, c'est que ça va être plus dur de mesurer ma performance. Donc vous voyez, je vous montrais souvent ces graphiques et pour l'instant sur la Trident, donc on va probablement le rajouter par la suite, mais pour l'instant on mesure que les positions qui sont ouvertes, donc les positions que vous avez actuellement en portefeuille. Donc j'aimais bien me connecter dessus et voir, ok, j'ai gagné 39 000 € sur cette action, 37 000 sur celle-ci, 28 000 sur celle-là. Donc c'était assez motivant en fait pour moi de voir ces gains-là. Et là en fait tout va repartir à zéro. Donc ça va être un peu dur. Je pense qu'il y a des actions qui vont être en négatif forcément puisque je vais les racheter au prix de base. Donc ça va effacer ces gains.
Donc voilà, après, je pense qu'on rajoutera des trucs pour l'app Trident pour justement aller voir aussi les performances des actions qui ont été vendues. Mais pareil, quand je vais regarder les actions qui ont été vendues, il y a des actions que j'ai vendues en 2018, 2019. Donc il faudra qu'on voit comment je peux garder ma motivation. Et c'est psychologique, hein, mais toujours me dire, ok, tu es quand même en gain sur ces actions-là. Et tu vas continuer de développer ça sur le long terme. Mais malgré ces deux inconvénients, vous l'avez compris, je vais quand même profiter de ça puisque c'est 61 000 € d'impôts économisés. Donc évidemment, ça efface tous les autres inconvénients. Et globalement, on l'a vu ensemble, c'est plutôt un bon timing puisque le marché vient de popper. Et donc, je pense que je vais pouvoir encaisser pas mal de plus-value. Et ça me fera toujours ça en moins à payer d'impôts en termes de plus-value quand je retournerai en France. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des jolis gains à réaliser avec l'élection de Trump. Et également, quelle stratégie vous prévoyez d'adopter maintenant? Est-ce que vous allez continuer d'acheter comme moi en DCA? Est-ce que vous allez ralentir un petit peu? N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez besoin d'aide pour sélectionner des actions compétitives par rapport au S&P 500, bien évidemment, vous avez la méthode Trident dans la description. Chaque semaine, vous allez avoir l'action à renforcer. Donc, on vous dit exactement quelles actions, selon nous, sont les plus intéressantes en ce moment à renforcer dans votre portefeuille. Vous allez avoir accès aussi à un superbe screener. On note un peu plus de 2000 actions sur une trentaine de paramètres fondamentaux. Donc, ça vous permet vraiment de voir si vos actions sont très solides et qu'elles ont les capacités pour continuer de performer sur le long terme. Et vous aurez aussi toute une partie suivie. Si vous connectez votre compte Interactive Broker ou Trade Republic, vous allez pouvoir voir l'évolution par exemple de vos dividendes, de vos gains sur portefeuille. Donc ça peut être aussi quelque chose de très motivant. Et je vous ai mis un petit message ici de Jérémy. Je suis hyper fier de savoir qu'il y a des membres qui sont là depuis maintenant un petit moment dans la méthode Trident, anniversaire des 3 ans. Et notamment, il souligne en fait que la formation a été constamment mise à jour. Et ça, c'est un truc super important pour moi. J'essaie constamment de l'améliorer pour satisfaire les clients existants. Et il nous dit un petit peu sa conclusion, c'est une performance annualisée de 15%, capacité à analyser une entreprise par moi-même. Dans la formation, en fait, je vous explique vraiment tout mon procédé pour aller analyser les boîtes. Et donc, vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Et on a plusieurs membres qui ont sélectionné des actions qui ne sont pas dans la méthode Trident et qui ont eu des très bonnes performances avec. Donc, ça, c'est superbe. Et évidemment, la communauté qui est très chouette aussi. C'est-à-dire que dès que vous avez une question sur la bourse, vous pouvez avoir le soutien sur le forum. Donc voilà, si ça vous intéresse tout ça, vous avez le lien vers la méthode Trident dans la description. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de jolis gains boursiers et d'investissements. Ciao!